Bonsoir à tous, bienvenue au French Pub pour assister à une table ronde sur le droit des femmes syriennes. Donc bienvenue. Ce soir, on accueille Diala et Dima, originaires de Syrie, dans le cadre du mois des ODD, des objectifs du développement durable que l'association WIPSI mène chaque année pour mettre en lumière donc, les différents objectifs du développement durable qui ont été adoptés par les Nations Unies en 2015 avec un objectif pour 2030 de mettre en place des directives et des orientations pour un monde plus juste et de paix. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on vous accueille ce soir pour échanger sur le droit des femmes syriennes avec deux personnes qui sont présentes aujourd'hui. Mais tout d'abord, je souhaitais remercier donc le French Pub de nous accueillir, de nous prêter donc ce lieu et de mettre à disposition le matériel et cet espace pour nous accueillir ce soir. Également la Fondation Amnesty et puis le Secours catholique. L'idée de ce soir, ça va être de discuter, de mettre en lumière donc, le vécu des femmes syriennes, les difficultés rencontrées et leurs forces. On remercie Diala et Dima d'être présentes. Est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots ? Bien sûr. Donc bonjour à tous, merci d'être venus. Et merci à Roman et à Diala. Donc moi, je m'appelle Dima, je suis syrienne et je suis arrivée en France en 2017. J'ai quitté la Syrie après la guerre qui s'est déclenchée en Syrie. Et en ce moment, je suis en dernière année des études en master et je fais mon stage en gestion de projet dans la Maison de l'Europe des Landes, WIPSI, à Bontonx. Merci. Ok, je m'appelle Diana, je suis franco-syrienne. Vous m'entendez? Ok. Je suis franco-syrienne, j'habite en France depuis 2017. Je suis bénévole au Secours catholique, aussi à la Syrian Feminist Lobby, lobby féministe syrien. Je fais des études à l'Institut catholique de Paris. C'est Action sociale et migration. J'ai choisi ça parce que j'aimerais bien changer les choses en France. Donc, si je vous pense, non? Okay. Bon, merci à tous. Très bien. Est-ce que tout d'abord, on va commencer avec une vidéo qu'on va vous présenter. C'est le témoignage fictif de Yasmine. Donc une vidéo qui combine et qui rassemble plusieurs vies en une seule vie, donc celle de Yasmine. En 2011, j'avais 22 ans. J'habitais dans la banlieue de Damas avec mes parents et mon frère. J'étais étudiante en master pour devenir professeure des écoles. Je voulais enseigner aux enfants, avoir ma propre classe et vivre du métier que j'aimais. Quand les premières manifestations contre le régime ont commencé, je suis allée avec mes amis de l'université. Nous pensions que nos voix pouvaient changer quelque chose. Nous voulions simplement vivre libres. Quelques semaines plus tard, j'ai été arrêtée. On m'a enfermée pendant plusieurs jours sans explication. Quand je suis sortie, je n'étais plus la même. On m'a interdit de retourner à l'université. Du jour au lendemain, mon avenir avait disparu. En 2013, les bombardements sur les banlieues de Damas sont devenus quotidiens. Un matin, un missile est tombé près de notre maison. Mes parents sont morts ce jour-là. Notre immeuble a été détruit. Je me suis retrouvée seule avec mon frère. Après leur mort, l'héritage lui est revenu, je n'ai presque rien reçu. Dans ma famille, certains disaient qu'une femme seule ne pouvait pas vivre sans mari. Mes cousins et mon oncle répétaient qu'il fallait me marier rapidement. À cette époque, j'étais amoureuse d'un homme chrétien. Nous voulions nous marier, mais ma famille a refusé. J'ai finalement épousé un
un homme musulman libanais que je connaissais à peine. Je n'avais plus d'études, plus d'argent, plus de maison. Ce mariage est devenu une manière de survivre. En 2015, ma fille Lynn est née. Quand j'ai vu ses papiers d'identité, j'ai compris qu'elle n'aurait pas ma nationalité syrienne. Elle était libanaise, comme son père. Moi, sa mère, je ne pouvais rien lui transmettre, même pas mon pays. Cette année-là, les checkpoints entouraient Damas. Pour aller de la banlieue au centre-ville, il fallait passer des contrôles militaires partout. Chaque matin, j'emmenais Lynn à l'école en ayant peur. Un jour, un agent a regardé nos papiers et il a commencé à poser des questions. Ils m'ont retenue pendant des heures. Ce jour-là, j'ai été violée. Quand je suis rentrée chez moi, je n'ai rien dit. Je n'arrivais plus à regarder mon mari dans les yeux. Au même moment, les bombardements russes soutenant le régime d'Assad se multipliaient autour de nous. Tout s'effondrait. J'ai compris que si je restais, je finirais par mourir. Ou pire encore. Comme beaucoup de femmes syriennes, cette année-là, j'ai décidé de partir. En 2016, nous sommes partis au Liban, le pays de mon mari. Je pensais que nous pourrions enfin respirer un peu. Mais là-bas aussi, la vie était difficile. Nous ne trouvions pas de logement stable, je n'avais pas le droit de travailler légalement et ma fille n'a pas pu entrer à l'école. Le pays traversait trop de crises et nous vivions dans une peur permanente de devoir repartir encore. Alors, nous nous sommes inscrits auprès du programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Pendant 2 ans, nous avons attendu une réponse. 2 ans à vivre sans savoir où serait notre avenir. En 2018, notre demande a été acceptée. Nous pouvions partir en France pour demander l'asile. Je me souviens encore de notre arrivée. Je ne parlais pas français, je ne comprenais rien aux papiers, au rendez-vous, à l'administration. Nous dépendions presque entièrement des associations pour nous aider. Nous n'avions pas le droit de travailler pendant la procédure. Pourtant, quand ma fille a pu entrer à l'école, même sans statut de réfugié, j'ai ressenti un immense soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait une vie d'enfant normale. En 2020, notre demande d'asile a été acceptée. Nous pouvions rester légalement en France, travailler, voyager, reconstruire quelque chose. Quel soulagement! Le plus difficile était derrière nous, mais notre forme de compas a commencé. Ma fille grandissait et l'école demandait beaucoup d'implications aux parents. Je voulais l'aider pour les devoirs, parler avec les enseignants, comprendre les documents. Mais je ne maîtrisais pas encore suffisamment le français. Mon mari travaillait beaucoup et n'avait pas le temps de nous aider. J'ai commencé à chercher du travail. En Syrie, j'étais une étudiante brillante. Je voulais devenir enseignante. En France, mon diplôme n'était pas reconnu. Partout où j'allais, je sentais les regards sur mon voile, sur mon nom, sur mon accent. Mon mari a réussi à trouver un travail, alors que moi, je m'occupais des enfants et de la maison. Petit à petit, j'ai commencé à douter de moi-même. J'avais l'impression d'avoir perdu la femme que j'étais. En Syrie, avant la guerre, j'avais des rêves, des études, une place dans la société. En France, je me sentais invisible, dépendante financièrement de mon mari. Étrangère ici, mais étrangère aussi dans le pays que j'avais quitté. Parfois, je me demande où est ma place. Ok. Bon, je vois que c'est très silencieux. Je pense que on est tous d'accord pour prendre quelques secondes pour réfléchir et écouter un peu ce qui se passe en nous après l'écoute de ce témoignage. Par rapport à cette histoire, ce qu'on va vous proposer pour recueillir un petit peu vos retours et vos sentiments et voilà ce que vous avez envie de partager par rapport à ce que vous venez d'écouter, on vous propose de sortir vos téléphones
est de bien vouloir scanner le QR code qui est affiché sur l'écran juste au-dessus, ce qui va nous permettre d'accéder à un jeu avec 2 questions auxquelles on peut répondre et auxquelles sur lesquelles on va s'appuyer pour discuter. Est-ce que le QR code fonctionne? Vous y accédez? Alors, première question. Donc, en vous basant sur le témoignage qui a été fait, selon vous, quels droits humains fondamentaux ont été violés dans la vie de Yasmine? Mais simplement, ça permet de voir un petit peu les réponses et celles qui sont données globalement. Donc, on voit la liberté, on a l'éducation, la liberté des 3, liberté de choisir, liberté de se marier ou pas, égalité homme-femme, indépendance financière, le consentement, le choix, liberté de choisir, liberté de disposer de soi. Donc la liberté, consentement et le choix, ce sont les droits humains qui, selon vous et selon ce qui a été diffusés ont été le plus violés donc, dans la vie de Yasmine. On va passer à la deuxième question. Quel sentiment cette histoire vous inspire-t-elle? Tristesse, la colère, injustice, empathique, triste, indifférence, injustice, colère, l'envie de s'engager, lutter, la compassion, injustice qui ressort en plus gros, colère et triste. Voilà, donc c'est les 3 qui ressortent le plus par rapport à ce témoignage. Est-ce qu'il y a des réactions ou des commentaires de la part du public? L'idée de cette table ronde, c'est de pouvoir échanger avec les 2 intervenantes. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions. On tentera d'y répondre et de discuter. Oui, il y a une question. Est-ce que vous aussi, vous avez le même sentiment que le témoignage qu'on a entendu, c'est-à-dire de vous sentir étrangère également dans votre propre pays et également ici en France? C'est une belle question. Et malheureusement, oui. Parce que maintenant, ça va presque faire 10 ans que je suis partie de la Syrie. Et maintenant, mes habitudes ont changé, mes pensées, ma manière de penser a changé. Et c'est vrai que maintenant, je me sens étrangère par rapport à mon pays parce que malheureusement, on n'est pas reconnu dans notre pays, on n'a pas nos droits, alors qu'en France, ce n'est pas le cas. Donc, je me reconnais bien en France. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée au début, je me sentais aussi étrangère en France. Et c'était pas facile. Et j'avais le sentiment d'être étrangère dans les 2 pays. Et c'est ça qui était le plus difficile, de ne pas avoir le sentiment d'appartenance dans aucun endroit. Oui. Personnellement, je suis étranger en France, en Syrie aussi. Mais ça a commencé déjà en Syrie avant la guerre. Parce que j'ai senti que mon pays ne sera pas comme ça. Il y a beaucoup de... surtout pour les femmes, la vie est très difficile. Je n'ai pas senti du tout d'appartenance à la Syrie déjà, depuis que j'étais là-bas. Et ici en France, aussi, je ne peux pas dire que je me sens aussi mon pays. En fait, je n'ai pas ce sentiment d'être appartenante à un pays du monde. Pour moi, c'est le monde, c'est peu importe quel endroit on vit. C'est pas important. L'important, les personnes surtout autour de nous. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions? Autrement, on a préparé une liste de questions à vous poser. Mais n'hésitez pas à réagir et à poser d'autres questions si vous souhaitez
si vous souhaitez creuser un petit peu plus. Donc on a déjà commencé à répondre à la première question, qui était, après avoir écouté l'histoire de Yasmine, est-ce que cette histoire vous semble vraisemblable ? Peut-être, est-ce que beaucoup de femmes syriennes ont vécu des parcours similaires ? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu sur le parcours des femmes syriennes de manière générale par rapport à l'histoire de Yasmine ? En fait, l'histoire, ce que vous avez entendu, c'est vraiment, ça peut être dans un seul vie de personnes, de plusieurs femmes qui sont passées par là. Personnellement, j'ai travaillé avec les femmes qui étaient violées. J'ai pris les témoignages. C'est le travail, j'ai commencé depuis je suis sortie de la Syrie, quand j'étais en Turquie, aussi en Suède et en France. Il y a plusieurs femmes qui sont passées dans tout cet événement. Mais aussi, il y a d'autres femmes, elles ont un parcours complètement différent. On ne peut pas mettre toutes les femmes syriennes dans la même histoire. Mais le plus important dans cette histoire, de montrer que les droits, déjà en Syrie, avant le conflit, notre droit comme femme, il était pas top. Et après le début du conflit, en fait, on a commencé de perdre plus de droits. Et c'était progressivement. C'était pas tout de suite, on a perdu tous les droits ensemble. C'était d'abord les droits de liberté, le droit d'exprimer librement, le droit de circuler comme femme, et aussi le droit d'éducation. Vous allez voir aussi, Dima va raconter plein de choses. C'était progressif. Et après, il y a les grands bombardements qui sont surtout dans l'année 2013. Il y avait beaucoup de bombardements en Syrie. Et c'est à cause de ça, plein de familles syriennes sont sorties de la Syrie pour leur sécurité personnelle et leurs enfants, surtout. C'est ça ce que je voulais dire. Je dis quelque chose. Okay. Est-ce qu'il y a des réactions ? Ok. Peut-être on peut cibler une période entre 2011 et 2024. Et se demander en quoi la guerre en Syrie, donc pendant cette période-là, entre 2011 et 2024, a impacté particulièrement le droit des femmes à ce moment-là. Ouais. Comme j'ai dit, oui. C'était surtout quand il y avait le grand bombardement de la régime avec la Russie, qui ont bombardé des villes entières, vraiment entières. Les gens, elles sont partis parce qu'ils ont peur de leur vie. C'est normal, on va échapper à la guerre. Et ici, aussi, il y a le régime qui a mis beaucoup de checkpoints pour contrôler le mouvement du gens et aussi de contrôler les opposantes. Et en fait, on va parler de ça plus tard, je pense, je ne vais pas parler maintenant. Sur le checkpoints, il y a beaucoup de femmes qui étaient violées. Et c'est pour ça, 2013, il y a un grand mouvement de sortir de la Syrie, surtout vers la Turquie. C'était le plus grand pays qui a accueilli la majorité des Syriens. C'est presque 3000 personnes qui sont accueillies en Turquie. 3 millions de personnes, pardon. Au Liban, le deuxième pays d'accueil, c'est vers 1,5 million. Okay. L'Europe, en totalité, c'est 1,2 million de personnes. L'Allemagne, il a pris 1 million de personnes, toute seule. En France, 50 000 personnes seulement, toutes les années de la guerre. Hein? Toutes les années de la guerre. Après, on fait une crise de Syriens migrantes en Europe. Ok. Est-ce que, Dima, tu voulais rajouter quelque chose concernant cette période entre 2011 et 2024 dont on vient de parler là maintenant Toi, quand est-ce que tu es arrivée ? Est-ce que c'était dans cette période-là ou pas ?
spécifiquement? Moi, j'étais en Syrie de 2011 jusqu'à 2017. Et je crois, Diala, il a tout dit. C'est vrai que avant que la guerre a commencé, peut-être on avait un peu de progrès concernant les droits des femmes syriennes, mais après la guerre, c'était vraiment en grand recul. Et ça changeait les réalités. Et surtout pour tous les Syriens, mais surtout les femmes, parce que malheureusement, comme Diala a dit, on avait utilisé le viol comme en arme ou un outil de guerre pour essayer de faire peur aux opposants, pour se venger des opposants au régime. Comment vous opposez au régime? Ben, on va violer vos femmes, euh, on va vous blesser des manières qui sont très graves. Donc, oui. D'accord. Oui, il y a une question. Je ne sais pas si j'en ai plusieurs, mais à vous entendre, il y a la première question, c'est comment les femmes tiennent le coup dans ce type de situation et en Syrie. Parce que d'autres femmes ailleurs subissent d'autres choses, mais elles se soutiennent peut-être différemment, je n'en sais rien. Et après, la deuxième question, c'était plus lié à... alors, je ne sais pas si c'est une question ou une observation, parce que j'ai été en Turquie il y a 3-4 ans. Et à Bursa, justement, on a croisé énormément de Syriens et de Syriennes. Et énormément de Turques féminines en avaient assez de voir arriver les Syriens et les Syriennes. Parce qu'elles arrivaient largement chargées de pratiques religieuses ou en tout cas de pratiques non libertaires qui finalement entachaient les Turcs femmes dans leur propre liberté. Donc ça, je ne sais pas si c'est aussi des choses sur lesquelles vous avez des retours, mais quand on étudie la migration, ça fait aussi partie des questionnements sur ce que peut vivre les femmes qui sont en migration de cette manière, et aussi les pays qui sont d'accueil et qui ont pourtant les mêmes confessions religieuses. Question. Ok, je commence à faire. Ok. Sur la première partie concernant les femmes en Syrie, ok. C'est difficile, c'est compliqué, mais il y a quelque chose d'intéressant. Les femmes syriennes, je pense comme toutes les femmes du monde, elles sont des guerrières, guerrieuses en fait. Ouais. En fait, il y a des statistiques qui disent que dans l'économie de la Syrie, avant 2011, c'est le début du conflit, il y avait seulement 4% de l'économie qui viennent du côté féminin. Parce qu'on ne compte pas le travail à la maison. Ok. Et après 2011, il y a une autre statistique en 2023. Ils disent que maintenant, c'est 44%. C'était à cause de... il y a plein d'hommes qui sont allés faire la guerre, se battre. Et il y aura que des femmes pour soutenir les enfants, la famille, tout ça. C'était les femmes. Comme c'est passé en Allemagne, exactement. Dans cette période, c'était vraiment difficile, mais après le tombé du régime 2024, c'est une autre histoire. Je vais parler à la fin parce que c'est catastrophique. C'est bien. Je ne sais pas si je réponds à votre première partie. La deuxième partie, c'est sur les... on étudie dans la migration les sociétés d'accueil. Il y a une partie de la communauté turque, comme vous avez parlé de communauté turque, mais aussi dans l'Europe, ça ressemble beaucoup, c'est une communauté assez similaire. Il y a plus de liberté des femmes en Europe que la Turquie. Mais quand les migrations étaient venues en Turquie, c'est vrai, il y avait des conflits entre les communautés turques et les communautés syriennes. C'est à cause de plusieurs raisons. Déjà, les Turcs ils disent les Syriens ils ont pris notre travail parce qu'un Syrien il va accepter de travailler pour n'importe quoi parce qu'il n'a aucune ressource. Quelqu'un turc il va choisir ce que vous travaillez.
Après, les questions d'habitude personnelle, ok, il y a une partie de la communauté syrienne qui est une communauté conservée, une communauté, on va dire, conservative, qui sont allés en Turquie, qui n'étaient pas très bien accueillis parce qu'elles sont restées entre communautés, elles ne voulaient pas sortir, parler avec les peuples turcs ou partager. Mais il y a aussi le rejet du peuple turc, c'est de deux côtés. Et c'est complexe. On ne peut pas, on peut pas dire simplement. Mais il y a une grande partie aussi, c'est vraiment en Turquie, il n'y avait pas un accueil digne pour les Syriens, du tout. On parle beaucoup ici en France, l'accueil digne pour les migrantes, mais en Turquie, il y a beaucoup de discrimination, beaucoup de... en fait, elle utilise les gens, elle fait travailler pour un prix, c'est rien du tout. Je connais plein de gens qui sont passés par là, c'est difficile et c'est complexe. Bon. Il y a une autre question? En Syrie? Littérature anglaise. En Syrie, oui. J'ai étudié la littérature anglaise pendant 4 ans. Et aujourd'hui en France, parce que je n'ai pas tout à fait tout suivi, oui. Quel est le métier que vous avez débuté en France? Et puis, une deuxième question, qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui en France? Et qu'est-ce que vous regrettez également de votre pays que vous ne trouvez pas en France? Okay. Merci beaucoup pour les questions. En Syrie, j'ai fait des études de littérature anglaise, mais après aussi j'ai fait des études de formation sur le construire du paix, résoudre le conflit et négociation. Negotiation. Je parle anglais plus que français. Oui. J'ai fait des vingtaines de formations différentes avec plusieurs ONG. ONG en français? Oui. Ok. J'ai travaillé beaucoup comme bénévole dans les droits des femmes, mais je voulais faire Gender Studies, études de genre en Suède. C'est pour ça que je suis partie après en Suède. Mais après, j'ai rencontré Frank, mon mari, en Turquie. C'était avant. Et on a décidé de venir ici en France. En France, déjà, faire les comparabilités dans mon diplôme, c'était pas possible. On ne peut pas travailler avec nos diplômes qui viennent de la Syrie. C'est pas possible. Déjà, j'ai jamais travaillé dans le secteur littérature anglaise comme travail. J'étais comme un travail où je gagnais l'argent, j'étais une directrice de ressources humaines. C'est quelque chose de complètement différent. En France, tout ça, on met à la poubelle. Tu ne fais rien dans ta vie, tu n'as rien. C'est des déclassements sociaux. Je travaillais ici dans l'agriculture, dans les champs, dans le kiwi, pour ramasser les kiwis, des trucs comme ça. Jusqu'à maintenant, hein. C'est ça. Et mes études en France, j'ai fait action sociale et migration à l'Institut catholique de Paris. Okay. Il y avait une deuxième question, c'était... Ah, ok. Ok. Laïcité. Là, c'est la première chose. Vous avez vraiment un pays laïque c'est quelque chose j'aimerais bien avoir en Syrie dans tout le pays du monde. C'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment... Moi, j'étais très bien accueillie ici en France. Même je suis athée, je ne crois pas de religion, mais je suis... Dans les Landes, il y a des gens autour de nous, ils sont magnifiques, ils ne regardent pas la religion, rien du tout de ça, c'est magnifique. Ça j'aimerais bien avoir aussi. Dima, est-ce que tu veux aussi réagir et nous donner un peu ton point de vue, ton vécu quand tu es arrivé ici et ce que tu as fait, comment tu t'es intégré dans le pays et comment ça se passe pour toi aujourd'hui?
Donc, quand je suis arrivée, j'avais 17 ans. Donc, je devais intégrer le lycée. Et je parlais pas un mot de français. Et j'ai fait un an de FLE pour apprendre le français. Et je suis sortie de cette année avec un niveau vraiment très basique, un niveau d'un enfant français qui a 5 ans, je crois. Et après, je devais intégrer le lycée. En Syrie, j'avais déjà fait le second et le premier, mais ici, on m'a dit que je devais redoubler ces 2 classes pour pouvoir après passer le bac général, que j'ai insisté à faire, même si beaucoup de personnes me disaient non, tu ne dois pas passer le bac général, c'est très difficile, tu dois faire quelque chose de... on dit un bac professionnel peut-être. Oui, mais j'ai insisté et j'ai bien galéré. Je vous laisse imaginer intégrer un lycée avec un niveau de français qui est très, très, très basique. C'est un peu difficile. Faire 3 heures de cours de français, prendre des notes, le prof qui parle très vite. Donc, c'était pas facile, mais aussi, c'était une expérience qui m'a beaucoup changée, qui m'a rendue plus forte et qui m'a aussi permis d'apprendre le français parce que j'étais entourée par le français dans les cours, mes camarades et tout ça, j'entendais le français de partout. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et j'ai eu mon bac. Et après, je suis partie à l'université, j'ai fait une licence langue étrangère appliquée. Et maintenant, je suis en dernière année d'études en master négociation des projets internationaux. Très bien, merci beaucoup. Si on se replonge un petit peu dans le témoignage qu'on a écouté, on souhaitait avoir votre avis concernant au niveau de la famille. Les conséquences, quelles conséquences la mort des parents de Yasmine a-t-elle eu sur sa vie de manière générale, voilà, sachant que c'est une histoire fictive mais qui est sûrement arrivée à beaucoup de personnes. Est-ce qu'on peut avoir votre avis là-dessus? Comme on a entendu dans l'histoire, c'est bien une histoire fictive, mais c'est des réalités qui arrivent à beaucoup des femmes syriennes. La femme, dans beaucoup des familles encore en Syrie, elle est toujours attachée soit à son père, son frère ou sa famille, et après c'est à son mari. Et du coup, on a vu que ses parents ils sont morts à cause des bombardements. Et il est plus rattaché à un père et il n'est pas marié. Donc elle ne peut pas rester comme ça toute seule, surtout que elle a dû arrêter ses études parce qu'elle a participé aux manifestations. Donc c'est dangereux qu'elle aille toujours à l'université. Elle n'a pas de travail, elle n'a pas continué ses études. Donc elle a besoin de quelqu'un qui travaille pour avoir un revenu. Et aussi l'héritage, malheureusement en Syrie, ce n'est pas partagé équilibrement entre l'homme et la femme. L'homme reçoit 2 fois de plus d'héritage que la femme. Ou c'est exactement entre les frères et les sœurs. Il y a beaucoup d'autres spécificités, mais on ne peut pas parler de ça maintenant. Et du coup, c'est pour ça que Yasmine aussi... comme on a entendu dans l'histoire qu'elle était amoureuse d'un homme chrétien, mais aussi en Syrie, la femme musulmane, elle ne peut pas se marier avec un homme d'une autre religion. Donc, elle était obligée de se séparer de son amoureux et de se marier avec un homme qui était musulman, parce que ça a été c'est accepté dans la société. Et on voit que c'était un choix qu'elle a fait pour survivre et que peut-être elle connaissait l'homme libanais un petit peu, mais c'est pas un choix avec une liberté entière. C'est un choix qui a été pris pour survivre. Et c'est triste. Donc on voulait ajouter cette partie dans l'histoire qui est assez compliquée, qui a beaucoup de détails, mariage, héritage, religion, nationalité, que la femme syrienne aussi, elle ne peut malheureusement pas donner sa nationalité à ses enfants. On veut les rajouter tout ça parce que c'est des réalités que les femmes vivent et qu'ils vivaient avant et qu'ils vivent encore.
en dehors de la guerre ou du conflit qui s'est passé. C'est juste une des réalités, malheureusement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui. Je vais ajouter seulement vraiment, c'est les parties droit, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet quand j'étais en Syrie. Ok. En 2005, on a commencé une campagne sur les honor crimes, les crimes d'honneur. Parce que dans les lois syriennes, s'il y a un homme qui tue une femme à cause il a mentionné qu'il a vu sa femme avec quelqu'un d'autre dans la rue, il a le droit de tuer sa femme sans être puni. On a fait une grande campagne pour changer les lois. Mais ici, dans les lois syriennes, le droit de mariage, une femme musulmane, il n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un chrétien. C'est les lois. Parce que les lois syriennes sont basées sur le charia islamique. Et c'est vraiment des trucs qui touchent la vie des femmes, de leur choix et de leur liberté. Et aussi, il a parlé aussi vraiment dans les lois. Un homme, il a le double héritage d'une femme, mais pas que ça. Par exemple, dans un cours, il faut des témoins dans un cours. Elle prend un homme, mais c'est 2 femmes. Toujours, les femmes elles sont considérées comme les moitiés. Et c'est les lois. Oui, et c'est terrible. Après, la réflexion, c'est aussi de se dire que les droits des femmes, il faut se battre tout le temps. Qu'est-ce que l'on enlève en premier quand il y a un conflit, quand il y a des problèmes dans une société, c'est le droit des femmes. Même en France, on peut remonter très loin. On a eu des avancées magnifiques, le droit de vote. On a aussi tout un capital qui a été, pour lequel des femmes aussi se sont battues. Et moi, je pense on a mis dans la Constitution la possibilité d'avoir une IVG libre et ce genre de choses. C'était quand même très, très important aussi. C'est petit à petit que l'on commence à structurer le droit des femmes. Et surtout, je crois que le combat, il est infini. Donc, il faut être très, très vigilante, que ce soit en France, que ce soit dans d'autres démocraties. Les droits des femmes ont tendance à reculer, le droit des femmes, des enfants. Et il faut toujours un cœur vivant pour se battre. Il faut des militantes et des militants aussi, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui vont se battre. Il y a aussi les hommes que l'on attend auprès des femmes pour se battre. Et c'est vrai que vous êtes 2 exemples très, très courageux, que je pense. Vous êtes des femmes magnifiques, c'est ce qu'on peut dire aussi. Franchement, il faut vraiment le garder comme un espoir. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui l'Afghanistan, parce que la Syrie, c'est pas effectivement quelque chose de très facile pour les femmes, surtout avec ce nouveau gouvernement aussi. Je ne sais pas ce que ça donne. Est-ce que vous avez gardé des liens un peu avec certaines personnes en Syrie? Est-ce que vous avez des retours? Comment ça se passe aujourd'hui? Mais je préfère garder votre question à la fin, parce que c'est un grand parti. Oui. Merci beaucoup. Votre conseil, il est vraiment important sur les... garder l'espoir. Oui. Ouais. Exactement. Je peux? Oui. Ouais. Justement, la question de la place de l'homme aussi vient d'être évoquée. Donc, on parle vraiment de comment les femmes peuvent tenir dans ce contexte-là. Donc ça, c'est peut-être revenir sur comment elles tiennent et est-ce que finalement, il y a une telle puissance familiale, patriarcale, que de toute façon, les choses, elles sont inscrites et que ça se perpétue de femme à femme, ou alors comment les femmes, elles s'organisent pour pouvoir tenir tête, ou en tout cas permettre des changements, si c'est possible. Mais du coup, quelle est la place de l'homme ou des hommes dans tout ça? Est-ce que tous les Syriens sont OK pour ça? Est-ce que comment il y a des mobilisations masculines aussi pour aider le changement? En fait, c'est
quelles ont été, ou en tout cas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par rapport à des courants qui seraient un peu plus tournés sur le droit des libertés humaines. Moi, je voudrais juste, Diala, elle répondra, je crois. Après, je voudrais juste répondre un peu à ta question et aussi dire une idée que qu'est-ce qu'on présente maintenant, c'est pour vous parler vous présenter un petit peu qu'est-ce que d'autres femmes, d'autres pays peuvent vivre et qu'elles sont en train de vivre. Mais ces expériences, ça ne représente pas toutes les femmes syriennes. Les hommes qui sont dans l'histoire de Yasmine ne représentent pas tous les hommes syriens. Et en Syrie, il y a beaucoup, beaucoup de diversité de religion, diversité de pensée, diversité de tout. C'est un pays très divers, même si les lois, malheureusement, ça aide pas, et le gouvernement non plus. Mais le peuple, maintenant, ça commence aussi le peuple, il est assez... une grande partie du peuple, ils sont assez... comment on dit, ouverts d'esprit. Pas tous les hommes syriens, ils sont contrôlants ou ils sont patriarcales. Dans beaucoup de familles, la femme elle a la même importance que l'homme. Elle est respectée par son mari, par son père, ses frères, par la famille. Et moi, je dis ça parce que je suis un exemple que je suis syrienne, je viens d'une famille musulmane, mais dans ma famille, toutes les femmes sont traitées très bien. Donc, je ne sais pas si les hommes luttent pour les droits des femmes en Syrie, mais je sais qu'au niveau personnel, ça commence à changer. Mais peut-être s'il y a des hommes qui luttent, peut-être Diala, elle va savoir répondre à cette question. Je te laisse la parole. Exactement. Il y a des hommes qui se battent avec nous, mais ils ne sont pas beaucoup. Les hommes, elles vont garder leur pouvoir. Mais il y a vraiment des hommes qui sont vraiment engagés mais, à la base de le droit humain. Parce que c'est un droit humain avant d'être le droit des femmes. Il y en a, mais ce n'est pas beaucoup. C'est vrai qu'on aborde énormément, donc là on parle de la lutte pour les droits. On constate donc dans le témoignage de Yasmine qu'à un moment donné elle va arriver à un checkpoint. Et est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce qui se passe à ce moment-là et comment on peut lutter contre les violences sexuelles et sexistes? Je vais parler de ça parce que vraiment j'ai beaucoup travaillé avec un journaliste français. Elle s'appelle Marie Forestière. Vous pouvez regarder sur le magazine Libération. On a fait une recherche en fait qui était publiée sur le Libération. Et il y a un autre, elle était sur un autre forum, mais c'est en anglais. Beast for Women, elle s'appelle. On a travaillé sur cette... on a fait des entretiens avec des femmes. C'était entretiens en visio qu'elles étaient violées au checkpoints, aux prisons. Et comment le régime syrien il a utilisé les femmes comme un outil de guerre, en fait. Il a fait beaucoup ça. Par exemple, elles ont tous les noms d'opposantes. Si elles savent, il y a sa femme qui va passer dans un endroit spécifique, elles regardent en fait toutes les cartes d'identité de tout le monde. Elles ont tous le nom. Elles prennent les femmes. Si elles ont les enfants, elles prennent des enfants aussi. Et on oublie, on ne sait pas où il est. Les enfants aussi. Il y a une grande histoire qui a été passée avec le SOS. Vous pouvez regarder sur BBC. Pourquoi, à partir de entre 2013 et 2015, est-ce qu'il y a eu autant de femmes syriennes qui ont décidé de quitter la Syrie?
C'est exactement donc pour la raison dont Diala elle a parlé et aussi pour toutes les raisons qu'on a mentionnées avant. Je crois qu'au début, les gens, et on a vécu ça, quand la révolution avait commencé en 2011, on avait tous de l'espoir que qu'est-ce qu'on demande, nos demandes vont être entendues, que ça va bien se passer, mais au final, la réponse du régime, elle était très violente et ça s'enchaînait. Et après, malheureusement, ça s'est tourné en guerre civile. Mais les premières années, tout le monde avait de l'espoir que ça va finir, ça va s'arrêter à n'importe quel moment, on va attendre, on va essayer de surmonter les difficultés, de rester dans notre pays et d'essayer de s'adapter. Mais malheureusement, comme Diala avait parlé, à ce moment-là, c'est là où il y a eu beaucoup de bombardements sur des civils. Et il y a eu des emprisonnements. Si on dit une opinion devant quelqu'un et que cette personne, elle travaille avec les services secrets ou autres, on est emprisonné. Si on participe à des manifestations, on est emprisonné. Il y avait aussi des faux marches de soutien à la gouvernement qui étaient organisées. Et surtout pour les étudiants à l'université, ils étaient obligés de participer à ces marches. Et si un étudiant ne participait pas à cette marche, le lendemain, il était emprisonné. C'est pour ça que beaucoup des étudiants aussi ont dû arrêter leurs études parce qu'ils ne voulaient pas participer aux marches et ils ne pouvaient plus aller à l'université. Donc, avec toutes ces réalités, avec les bombardements, les réalités qui ont commencé à devenir très difficiles, beaucoup des Syriens ont commencé à partir, à quitter la Syrie et ils ont commencé à se diriger vers les pays les plus proches qui sont autour de la Syrie parce que aussi c'était illégal de partir dans ces pays, mais ils étaient obligés pour survivre, pour sauver leur famille, pour se sauver eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'à cette période-là, qu'il y a eu vraiment une grande vague de migration et que de Syriens, ils ont quitté le pays. Et donc, une fois arrivés en France, quand les personnes ont demandé l'asile, quelles difficultés elles ont pu rencontrer et est-ce que l'arrivée était un soulagement ou un poids supplémentaire ? Pas évident. Non. C'est bien sûr, il faut reconnaître que c'est une grande chance de pouvoir faire même une demande d'asile. C'est sûr, c'est un droit dans la Déclaration universelle des droits humains et c'est un droit qui doit être garanti à tout le monde, mais on sait que pas tout le monde peut l'avoir. Et nous, de l'avoir eu, et beaucoup d'autres Syriens, c'est un grand avantage, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Quand on arrive, il faut faire la demande d'asile, il faut passer des entretiens avec la police, des services secrets, on dit, oui, sociaux, non, exactement, services de renseignement, exactement. Et par exemple, de notre histoire, on a passé l'entretien, c'était mes parents qui ont passé l'entretien avec une dame des services de renseignement et bien sûr, mes parents, ils ont raconté notre histoire, ils ont raconté qu'est-ce qu'on a vécu en Syrie et pourquoi on a quitté, pourquoi on veut avoir l'asile en France. Et c'était cette dame qui prenait la décision de nous donner l'asile ou pas. Et après, on a eu la décision et qu'elle nous a donné seulement 1 an de résidence en France. Donc, ce genre de situation, c'est ça qui est difficile parce que des fois, je veux pas dire, moi, je sais pas pourquoi la femme nous a donné 1 an, je veux pas dire que elle a peut-être ses raisons, mais ce genre de situation, c'est ça qui est difficile. Parce que tu es perdu, tu as peur, tu ne peux pas retourner en Syrie. Et c'est dangereux. Et tu veux commencer, tu veux construire ta vie, mais tu ne peux pas. Et c'est après qu'on a dû faire un recours, qu'on est parti au cours. On avait un avocat et une traductrice qui était fournie par le gouvernement.
Donc, bien sûr, c'est un avantage aussi. Et après avoir passé dans le cours et avoir fait le recours, c'est là qu'on a eu un séjour de 10 ans pour pouvoir rester en France. J'ai dit tout ça pour vous dire que c'est pas évident, c'est difficile, parce qu'au début aussi, il y a beaucoup pour mon histoire, on est arrivé, on peut dire, légalement en France. Donc, on a eu un endroit où se loger. On a eu un peu d'aide, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Syriens qui n'ont pas pu faire ce parcours, qui est plutôt plus facile, beaucoup plus facile des autres parcours. Et donc, quand on vient avec un parcours qui n'est pas légal, on peut dire, et qu'on essaye de légaliser notre situation, c'est là que c'est très dur. Parce que les gens qui arrivent, ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas de sécurité sociale. Les enfants, ils ne peuvent pas partir à l'école, ils n'ont pas d'aide financière. Donc, c'est très difficile. Et le moment d'attendre la décision, c'est des moments difficiles, et aussi les galères avec les langues, les papiers, la langue, pardon, et les papiers. Quand on ne parle pas le français, on doit faire tous les papiers administratifs, ce n'est pas évident. Surtout qu'on n'a pas du tout le même système en Syrie. Ah, on a une question, on va prendre le micro. Merci. Est-ce que vous avez choisi la France, ou est-ce qu'à un moment donné, on vous a dit, vous allez en Allemagne ou vous allez en France Comment ça s'est passé en fait, et pour quelles raisons, si vous avez choisi, pour quelles raisons vous avez choisi la France? Nous, on a choisi la France parce que on avait des proches qui vivaient en France depuis très longtemps, 50 ans. Et c'est ces proches-là qui nous ont aidés à écrire notre histoire et à envoyer notre histoire au consulat au Liban pour pouvoir après passer des entretiens et passer cette étape légalement. Et c'est pour ça qu'on a choisi la France, parce qu'on avait des proches ici qui nous ont aidés. Mais c'est vrai que pour les Syriens qui ont venu avec des parcours par la mer ou par la Turquie ou par la Grèce, il y avait qui sont arrivés en France et qui voulaient rester en France, mais à qui on a dit si vous avez été dans un pays avant, vous devez retourner dans l'autre pays, que ce soit l'Allemagne, la Belgique ou d'autres pays. Donc, c'est vrai, pas tout le monde avait le choix de choisir le pays. Oui. Moi, je n'ai pas demandé l'asile en France. J'avais une carte résidence familiale parce que je suis mariée avec Franck. Et après, j'ai demandé la nationalité française. Et j'ai la nationalité française maintenant. Mais je vous parlais de l'histoire de ma sœur, qui est venue en France. Elle est venue aussi en France avec 2 filles. Son mari il était décédé à cause de Covid. Mais il est venu de façon facile, avec un visa. Mais après, à cause, il a fait la demande d'asile ici en France, mais qu'il était refusé. On a fait recours à la Cour, qu'il était refusé aussi, à la CNDA, elle était refusée aussi. En fait, à la fin, l'avocat il a dit il faut partir de la France, essayer dans notre pays. Et il est parti en Allemagne avec les 2 filles. Et ici, vous connaissez les conventions de Dublin. Elle était dublinée, ils nous ont dit il faut revenir en France. C'est une histoire très compliquée. Mon frère, à la fin, ma soeur elle est en Allemagne, un fille, il est venu ici en France, parce qu'il a étudié 2 ans dans cette procédure. Ici en France, il a passé le bac par la CNED pendant qu'il était en Allemagne. Il était enregistré à la Sorbonne ici en France, et maintenant une carte de résidence étudiante, s'il est fini. Mais mon frère, il a traversé la mer. Mon frère, en fait, il ne voulait pas aller à l'armée. Nous sommes des personnes, on ne veut pas faire tuer personne d'autre, mais l'armée, en fait, beaucoup d'hommes qui ont participé à la guerre, ce n'était pas leur choix. Ils essayaient d'échapper, d'aller à l'armée, ils voulaient pas tuer d'autres personnes. Mais l'armée syrienne, elle cherchait partout chaque personne pour prendre à la guerre tout de suite. Sans entraînement, sans rien du tout de suite. Nous, ma famille, elle vient de famille dans l'opposition. Mais en même temps,
nous sommes considérés comme alaouites. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de la Syrie. Ok, ça. Ok, je vais rester sur le partie simple. Ok. Comme nous et mon frère, la famille ne voulait pas que mon frère qui va à l'armée, il a décidé de partir, mais il a traversé la Turquie, qu'il était traversé les frontières syriennes turques. Ça veut dire c'est des barbelés, des gens qui tirent sur les gens, des militaires qui tirent sur les gens qui passent. Et il y a plein de morts sur les frontières syriennes-turques. Et après, il faut repasser ou par la Grèce, ça veut dire ou traverser la mer, ou aller dans le parti terre. Mais si tous les choix sont compliqués, tous les choix sont difficiles et très, très dangereux. En fait, quand mon frère il est arrivé en Grèce, moi j'étais en Suède à ce moment-là, elle voulait me rejoindre. Mais il faut avoir en fait, on utilise les gens utilisent des fausses papiers. Mais ce n'est pas nous qui choisissons, c'est les basseurs qui choisissent. C'est pour votre question de choisir, non, la majorité des Syriens ne choisissent pas. C'est les basseurs, ceux que trouvent comme papier pour faire traverser les gens. C'est comme ça. Et maintenant, mon frère, il est aux Pays-Bas. Merci beaucoup. Il y a une autre question. Allez-y. Alors, c'est juste que malheureusement, ce que tu as vécu, ce que vous avez vécu en Syrie, il y a des gens qui le vivent aujourd'hui, au Liban, en Palestine, voilà. Et on ne peut rien faire, juste on suit les informations, mais on est de tout cœur avec eux. Alors, ma question, c'est que juste, est-ce que vous avez bénéficié d'un soutien psychologique, vu ce que vous avez vécu? Non, rien du tout. Merci. Ok. C'est une grande question. Ok. Sur les questions migratoires en France, en général, pas que pour les Syriens. Et normalement, il n'y a pas de Z pour le soutien psychologique. Il y a quelques associations qui font ça à Paris seulement. Mais c'est vraiment, je pense, 1 ou 2 seulement. Que le font gratuitement. Et il y a une longue liste d'attente. Vous pouvez regarder l'association je pense qu'elle s'appelle Parcours d'asile. C'est à Paris. Mais dans d'autres départements, non. Il y a, malheureusement, à cause de la situation, les gens passent dans une situation difficile, en majorité, des gens migrants, ils ont des post-traumatic syndrome. Ça veut dire ça va beaucoup diminuer leur capacité d'apprentissage. Okay. Aussi, concentration. Il y a des symptômes beaucoup plus graves que ça. Mais surtout, l'apprentissage de la langue, comme tout le monde critique les migrants, oh, les gars n'apprennent pas le français. Non, les gens, ils vont apprendre le français. Et vraiment, il y a la volonté, mais déjà, il n'y a pas de système qui aide. Si on veut parler de la système pour l'apprentissage de la langue française en France, pour les migrants, c'est catastrophique. Catastrophique. Même pour moi, que je n'étais pas demandeur d'asile, j'avais des horaires obligatoires, c'était seulement 50 heures obligatoires. Moi, j'ai déjà étudié un petit peu la langue française en Syrie parce que j'ai étudié l'anglais et en seconde langue, c'était le français. Même pour moi, les classes de la langue, on a les personnes qui sont au niveau, qui ont fait des études élevées avec les gens qui ne savent pas écrire dans leur langue maternelle. En même classe. 50 heures, j'ai passé sur l'alphabet français avec des gens qui ne savent pas écrire. Ça ne sert à rien. C'est cours de la langue française en France. C'est perte d'argent, perte de temps, ça ne sert à rien. C'était ton question, Nadia. Et le soutien psychologique, c'est vraiment ici, on va parler
au départ, pour les migrants qui viennent en France, il y a le premier état, c'est quand ils font leur demande d'asile. OK. Quand ils font leur demande d'asile, ça se passe à Spada, tu connais plus que moi, au départ, après à l'OFPRA. Et après, il y a les périodes d'attente. Ça peut durer 2 ans jusqu'à l'entretien d'OFPRA. Et après ça peut durer plus de temps pour avoir les décisions. Tous ces moments-là, au moins le minimum 3 mois, il n'y a pas de droit, même pour la santé normale. Si quelqu'un est blessé, il n'a pas le droit d'être soigné, en fait. C'est lui qui va payer. Il y a ce qu'il s'appelle l'UBAS à l'hôpital français, mais il faut que les gens connaissent déjà. Il faut que l'hôpital accepte de prendre les personnes. Ça passe par l'assistance sociale, mais il y a beaucoup d'hôpitaux qui n'acceptent pas les personnes qui ont pas encore leur statut de réfugié. Pour la santé mentale, on oublie presque. Ça n'existe pas. Mais c'est très, très, très important pour le bien-être pour les personnes. C'est en fait le plus important, même les santé même. Mais non, malheureusement, non. On peut rebondir sur l'éducation et l'accès au français. Je crois que vous écrivez un mémoire sur le système scolaire français et l'accès à la langue. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? En fait, ces mémoires, c'est comme je travaille beaucoup avec des femmes, c'est sur comment les femmes qui ont déjà obtenu le statut de réfugié, comment elles vivent la scolarité de leurs enfants en France. Ça veut dire comment ça change leur estime de soi, leur façon d'intégrer dans la communauté française. J'ai fait des entretiens avec 9 femmes différentes pour étudier ce point-là. En fait, à cause du système scolaire français, qui est pour les personnes migrantes, il est très compliqué. Il n'y a aucune explication. Il n'y a pas quelqu'un à l'école qui vient expliquer pour les parents ce qui se passe à l'école, comment ça se passe à l'école. Il n'y a pas de traduction, rien du tout. Et surtout les femmes, elles sont en face au système qui est complexe et ça affecte beaucoup de choses parce qu'il faut beaucoup de temps, d'engagement pour comprendre ce qui se passe. Et il faut aussi à cause de maintenant en France, l'école ça passe avec les téléphones, il y a les devoirs, il y a les communications, tout par les téléphones. Et bien de femmes, ils ne connaissent pas cette technologie, ça n'existe pas en Syrie encore. Et ça affecte aussi parce que leur estime de soi. Parce que l'enfant, il connaît ça, mais pas la maman. Et ça, vraiment, ça change le rôle des femmes. Les parents en général. Mais surtout les femmes. Et à cause de ça, aussi, il y a plein de femmes qui ont dit moi j'avais beaucoup j'ai passé des situations de humiliation parce que les enseignants disent ok, vous devez venir à la réunion familiale. Ok, la femme elle comprend pas le français ou elle vient mais elle comprend pas ou elle vient pas après la deuxième réunion parce qu'elle comprenait rien. Et après, la personne responsable ou l'admiration, ils disent OK, vous venez pas, vous êtes pas une bonne mère. En fait, c'est pas du tout ça. C'est pas la question d'être bonne mère. C'est seulement, il n'y a pas les moyens de la langue surtout ici. En fait, c'était sur ça, surtout comment les femmes ou même elles vivent cette scolarité. Parce que le système français, il aide pas les familles. Même, il y a des femmes qui étaient très éduquées. J'ai fait un entretien avec une femme qui a fait un master de droit ici en France. Ils disent, l'école française, elle m'en considère comme une mauvaise mère. Parce que mon enfant, il est pas très...
elle suit pas beaucoup de règles. Mais en fait, c'est pas qu'il n'est pas un bon maman, c'est pas la question. C'est que question, l'enfant, il avait des problèmes de post-traumatique, il a vu des choses horribles en Syrie. Et ça, en fait, l'école, elle ne comprend pas. L'école, il y a toujours, c'est la faute des parents. En fait, c'est pas ça. Il y a plein de détails. Hein. Effectivement, ça paraît assez complexe. Ouais. Est-ce que ton mémoire sera accessible au grand public ou est-ce que ça sera... Oui. Il y a quelques jours seulement. D'accord, ok. Oui. Donc peut-être si vous êtes intéressé de creuser la question, vous pourrez demander directement à Diala l'accès à son mémoire. Oui, vas-y, on va pas trop tarder parce que je crois que le bar réouvre. On va pas tarder à passer à la conclusion. Vas-y. Juste pour rebondir sur ce que Diala a raconté, c'est vrai qu'on a beaucoup d'avantages en arrivant en France. On a la chance d'avoir la chance de reconstruire une nouvelle vie. Mais au niveau de l'apprentissage de la langue, je crois malheureusement ce système n'est pas assez adapté aux réfugiés et aux nouveaux arrivants. On pense que les heures obligatoires de langue ne sont pas assez. Et si on veut faire plus quand on finit les heures obligatoires et qu'on veut faire plus, malheureusement, on doit payer de notre poche et c'est assez cher. Donc oui, la question des cours de langue qui sont pas assez et aussi la question de l'école, même si on peut pas tout faire, mais peut-être aux écoles quand on a des élèves qui sont réfugiés, qui sont étrangers, peut-être on doit prendre en considération leur situation. Et par exemple, moi, quand je suis arrivée au lycée et que je parlais pas le français, c'était pas du tout pris en considération. Et surtout par les profs, c'était un peu difficile des fois. J'avais un prof de français qui parlait très très vite, qui donnait le cours et qui parlait très vite. Et je lui ai demandé une fois, est-ce que vous pouvez parler un peu plus lentement pour que je puisse prendre des notes? Et il m'a crié dessus, il m'a dit non. Et c'était ma première journée au lycée. J'ai commencé à pleurer. Mais après, avec les semaines, il a commencé à comprendre ma situation. Il a été très gentil avec moi, même au niveau de notation, au niveau des examens. Je ne devais pas passer les mêmes examens que les autres. C'était plus facile pour moi. Donc, il avait pris ça en compte et c'était vraiment très gentil de sa part. Mais c'est vrai, ça aurait été plus facile pour moi ou pour tous les enfants syriens qui arrivent et qui intègrent l'école, que les enseignants soient informés de ça et qu'ils considèrent cette réalité. Je veux bien juste rajouter quelque chose, c'est que là on parle justement de l'apprentissage des langues. Dans les Landes, quand même, il y a aussi des acteurs associatifs qui sont aussi bien présents pour accompagner à leur juste moyen, en tout cas les réfugiés, sur les cours de langue en France. À la Maison de l'Europe, il nous arrive d'en faire. Je sais que d'autres partenaires le font aussi. Donc c'est aussi à souligner que la société civile est là aussi, même si le système éducatif est peut-être... je ne vais pas utiliser le mot défaillant, mais peut-être insuffisant aujourd'hui. Mais voilà, c'était un point que je voulais souligner, c'est que malgré tout, ici dans les Landes et ailleurs, dans les petits villages, il y a quand même des acteurs et des citoyens qui se mobilisent pour ce type d'action. Et voilà, donc c'est aussi un signe d'espoir. Et si vous voulez passer à la Maison de l'Europe lorsqu'on accueille les réfugiés qui sont sur notre territoire, pour voir comment nous, ici, à la Maison de l'Europe, on initie les jeunes à pas apprendre les langues, mais en tout cas à transmettre les langues vivantes à d'autres qui ne le savent pas. Je crois que finalement, tout le monde peut s'y mettre, que ce soit des enseignants ou des plus jeunes. Mais en tout cas, on vous accueillera avec plaisir si vous voulez un peu analyser nos pratiques. En une seule question, s'imaginer soi-même si demain on vous retirait un seul droit fondamental, lequel bouleverserait le plus votre vie? On peut peut-être se laisser sur cette question. Et je vous propose donc de continuer en one-to-one. Peut-être vous serez encore là
pour discuter avec les personnes directement autour d'un verre. Merci infiniment pour votre témoignage et votre temps. Merci à vous pour être venu et puis pour avoir assisté et participé dans cette conférence aussi. Je souhaitais aussi remercier Elisa qui n'est pas là ce soir et qui a travaillé énormément sur la préparation de cette table ronde. Et puis merci la technique et merci le French Pub. Je crois qu'on peut vous applaudir. Il y avait une question parce que je vais rebondir à la fin. Je n'ai pas oublié. Mais on n'a pas parlé ce qui passe. Je vais faire court. Ce qui passe maintenant en Syrie, on a après tomber le régime, qu'ils ont pris le pouvoir, ils sont des États islamiques extrémistes qui ont essayé de détruire tout le travail qu'on a fait sur les années pour les droits des femmes. C'est vraiment catastrophique. Maintenant, les femmes elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Il n'y a pas le droit c'est comme le droit de garder l'enfant. Si la femme elle divorce, ils ont changé cette loi récemment. Il n'a plus de droit. C'est le père, le grand-père, que les hommes. La maman, elle n'a aucun droit sur les enfants. Et les droits on a parlé de droit de s'habiller. En fait, il y a maintenant des gens dans la rue qui parlent avec les femmes. Il faut s'habiller tenue islamique totale, jusqu'en bas. C'est pas la Syrie. Ça, c'est pas la Syrie. Ça, c'est venu avec ce groupe qu'ils ont pris le pouvoir. C'est comme maintenant, si vous vous rappelez comment c'était l'Iran avant l'État islamique maintenant, la Syrie elle est en train de devenir comme l'Iran maintenant. Et ça, c'est très dangereux parce que le président qui a pris le pouvoir maintenant, il est soutenu par l'Europe, et les États-Unis et l'Angleterre. En fait, leur gardien personnel, c'est les Américains, les British, les Turcs. Son eau, elle sera morte. Et elle était accueillie ici en France 2 fois déjà. En Allemagne et en États-Unis aussi. Je ne sais pas si les gens ils comprennent vraiment, c'est grand, c'est énorme. Il ne faut pas mettre la main dans quelqu'un qui va vraiment détruire la Syrie. C'est le rôle de vous, de nous tous, de parler de ça. Il ne faut pas l'accepter. La Syrie, c'est pour tous les Syriens et les Syriennes. C'est pour tout le monde. C'est pas pour un groupe, petit groupe islamique qu'ils ont pris le pouvoir. Extrémiste. C'est pas l'islam. Je parle pas. C'est c'est l'extrémiste qu'ils ont pris le pouvoir. Maintenant, nous, dans le lobby féministe syrien, on a documenté dans l'année 2025 82 femmes alaouites qui étaient enlevées. Oui, je travaille sur ce sujet, je documente ça tous les jours. C'est mon travail bénévole. C'est vraiment horrible ce qui se passe maintenant. Pour toutes les minorités. Les chrétiens, ils ont brûlé des églises, ils vendent les roues chrétiens à Damas pour faire peur aux gens qui sont là-bas. Il faut vraiment faire quelque chose. Votre discours est vraiment très touchant. Et j'espère que on aura un maximum de personnes ici, peut-être pour vous aider aussi à communiquer et à vous aider dans vos recherches. En tout cas, voilà, c'est très touchant ce que vous nous transmettez là. Et voilà, on espère que tout ira bien. Merci pour vous tous. Merci. Je crois qu'il va falloir qu'on laisse la place au bar. Et effectivement, nous avons un musicien qui va nous faire une démonstration de la musique orientale. Voilà, si vous souhaitez rester, prendre un verre ici avec nous, nous sommes encore présents pour discuter avec vous. Merci. Ne partez pas tout de suite si vous souhaitez écouter un petit peu de musique. Donc, je suis le mari de Diala et je vous propose d'écouter un peu de musique. J'ai consacré les 40 dernières années à l'étude des musiques du Moyen-Orient.
de la Turquie à l'Iran, la musique arabe aussi, et d'autres traditions moins célèbres. Et donc, je vous propose d'écouter quelques notes de musique.